Avant d'attaquer de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que le mois prochain, le 5 décembre à Blois et le 13 décembre ici même, nous aurons le plaisir d'accueillir la société Action Logement qui va venir nous parler de la garantie Visale, une garantie qui permet de faire face à des impayés de loyer, une garantie très intéressante. On va faire en sorte que cette réunion thématique soit vraiment axée sur l'aspect pratique des choses, non pas sur une simple théorie, mais sur l'aspect pratique et sur aussi la possibilité d'intervenir, enfin, qu'il puisse intervenir pour vous ou que nous puissions intervenir pour vous, sachant que cette garantie Visale est quelque chose qui se passe de façon essentiellement numérique, si je ne me trompe pas, notamment concernant le remplissage des dossiers. Donc c'est pour ça qu'on va essayer vraiment de faire quelque chose de très pratique qui pourra peut-être être une source de réflexion pour vous et peut-être vous permettre de trouver une solution à d'éventuels, en souhaitant bien qu'il reste éventuel, impayés de loyer. En deuxième partie de réunion thématique, il y aura un dispositif qui s'appelle Louer pour l'emploi, qui sera évoqué par Action Logement, mais ça restera en marge parce que c'est un dispositif qui ne sera pas forcément renouvelé. Donc, on va surtout axer le propos sur la garantie Visale. En deuxième partie de réunion, il y aura le groupe Soliatech, qui était un partenaire de notre association, qui viendra vous présenter leur proposition d'accompagnement dans le cadre justement de la loi Climat et Résilience, pour vous expliquer la réglementation qui risque de vous impacter en tant que propriétaire qui aurait éventuellement des travaux à faire dans certains de vos logements. Donc là, ça pourrait être très intéressant aussi, et il propose vraiment quelque chose de pratique qui pourra permettre aux propriétaires, dont d'ailleurs personnellement je fais partie, de s'y retrouver dans ce maquis un petit peu compliqué de toutes les réglementations, de tous les travaux à faire et de l'interprétation de certains des diagnostics. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir nos partenaires de chez Sweets Life, donc Stéphanie Pourol et David Juvin, que vous connaissez maintenant, et qui ont le plaisir donc de nous présenter Monsieur Pierre Tillot, qui est inspecteur centre direction développement emprunteur chez Sweets Life, et qui va vous parler ce soir donc de la possibilité de changer d'assurance emprunteur et des avantages que cela peut représenter. Je vais laisser la parole à Monsieur Tillot. Juste une dernière chose avant de commencer. Un questionnaire va, ou peut-être vous a déjà été remis par Sweets Life, qui vous permettra d'évaluer la réunion thématique. Donc, s'il y a des choses à changer selon vous sur X, Y sujet, n'hésitez pas à en faire part. Et surtout, peut-être ce sera, une possibilité pour vous de proposer de futures réunions thématiques. Ça peut être intéressant pour qu'on puisse mettre mieux à votre service. Donc, si vous avez des idées, bien évidemment, n'hésitez pas à en faire part sur ce formulaire qui doit être rempli et remis en fin de réunion, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Ceci étant dit, je laisse la parole à Monsieur Tillot. Merci. Voilà. Merci. Bonsoir, merci de me recevoir. En quelques mots, je vais me présenter. J'ai l'habitude de parler dans un micro, donc ne me donc Pierre Tillot, je suis l'inspecteur régional pour la compagnie Swiss Life. Je m'occupe de la région Centre-Val de Loire qui représente 10 départements. Brièvement, mon job consiste en quoi? C'est de recruter, former et animer des apporteurs pour la compagnie Swiss Life sur le marché, entre autres des assurances emprunteurs et tout ce qui concerne la prévoyance, l'emploi RDC. Le thème de la soirée, en premier lieu, m'importe, puisqu'il y a une grande nouveauté qui vous concerne en tant que propriétaire, c'est la loi Lemoine, qui est, je dirais, qui joue pleinement son rôle depuis le 1er septembre de cette année, qui a été votée en début d'année. Et donc, je dirais que la présentation que je vais vous faire concerne l'assurance emprunteur en règle générale, mais surtout ce dispositif qui vous donne bien des droits, un certain nombre d'obligations aux organismes assureurs que je représente aujourd'hui, mais également les banquiers. Et donc, je vais rentrer en détail de cette nouvelle réglementation qui, à mon sens, si elle ne révolutionne pas le marché, en tout cas le bouscule sacrément. Alors, la loi Lemoine, c'est quelque chose, c'est une loi qui est vraiment récente, qui a été votée en tout début d'année, promulguée en février. Je vais, dans la présentation, vous parler des chiffres du marché de l'assurance emprunteur, parce qu'on n'a pas du tout conscience de ce marché. En tant que propriétaire, j'imagine que vous avez tous souscrit un emprunt. Donc, par conséquent, si vous avez un emprunt, vous l'avez assuré, cet emprunt. Donc, vous êtes concerné par la garantie emprunteur. On va voir que les chiffres sont éloquents. Je vais donc vous faire la présentation de la loi Lemoine.
qu'est-ce qu'elle veut, cette loi, ses objectifs, les paramètres, hein, quels sont les types de prêts qui sont concernés. Nous allons voir l'interprétation qui a été faite par les acteurs du marché, Swiss Life en premier lieu, mais tous les assureurs en règle générale, qui est concerné. Est-ce que les SCI, SCPI sont concernés par ce type de dispositif? Et puis enfin, nous verrons, je dirais, le processus pour changer d'assurance emprunteur, parce que la grande nouveauté de cette loi, c'est que vous avez cette possibilité de changer de contrat d'assurance emprunteur à tout moment. Vous n'êtes plus, je dirais, prisonnier de votre banquier. On va commencer par quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est un marché de niche, toutefois qui pèse plus de 9,8 milliards d'euros de cotisations. L'assurance de prêt représente entre 20 et 50% du coût global des prêts, dans lesquels on a l'intérêt bancaire, l'assurance emprunteur, les divers prêts. On a 8 personnes sur 10 qui ne connaissent pas le coût de leur assurance. La première source d'information demeure le banquier. Forcément, on a tous un banquier, et quand on fait un crédit, on passe par son banquier. Mais on a également, on retrouve la famille, les amis, et de plus en plus, à l'ère d'Internet, les comparateurs en ligne. 35% des clients ne savent pas comment changer d'assurance. Est-ce qu'on peut changer d'assurance emprunteur sans changer de banque? C'est une interrogation qui revient très régulièrement. Et puis enfin, 77% des gens ne savent pas à quel moment on peut changer d'assurance emprunteur. Il y a également une grande méconnaissance sur les économies possibles, parce que changer d'assurance, c'est souvent un poste d'économie significatif. 62% n'ont aucune idée des économies qu'on peut réaliser en changeant de contrat. Et au global, on constate, en fonction de l'âge, vous verrez qu'en fonction de l'âge, l'économie est réalisable ou pas, on peut faire une économie en moyenne de 4 400 € par individu. Donc c'est un budget conséquent dans un couple. Alors une opportunité à saisir pour nous assureurs, mais également pour le consommateur. Il y a 6 millions de propriétaires qui ont un crédit en cours. 88% des organismes prêteurs distribuent leurs contrats. Donc aujourd'hui, c'est quasiment un monopole, détenu par les banquiers. 88% des dossiers assurance emprunteur sont détenus par des banquiers. Ça représente 7 millions de crédits immobiliers. Alors, le constat, il est très simple. Je viens de le dire, il y a un quasi-monopole de la part de nos amis banquiers. Et la loi Lemoine, que je vais vous présenter, eh bien, elle vient modifier ce paramètre. Au sens où vous avez la possibilité de faire des économies, surtout, c'est de changer de contrat quand vous le souhaitez. Et on va voir qui est concerné pour quel type de prêt. La présentation de cette loi, eh bien, comme je viens de le dire tout à l'heure, elle a été promulguée le 28 janvier 2022. C'est donc la députée Patricia Lemoine qui est à l'origine de cette loi. Elle vient remplacer en fait ce que vous connaissiez peut-être, tout ce qui concerne la loi Hamon et l'amendement Bourquin. Alors aujourd'hui, le particulier a la possibilité de changer de contrat d'assurance emprunteur quand il le souhaite. La date à retenir, vous oubliez le 1er juin, c'est passé, on est au 1er septembre 2022, c'est-à-dire à compter du 1er septembre de cette année, tous les gens qui ont un contrat emprunteur en cours peuvent le changer d'assureur. La loi elle est composée de 4 pavés. Le premier, fondamental, qui fait que nous, assureurs, quand on a entendu, je dirais, la promulgation de cette loi, on a commencé à sortir la bouteille de champagne du frigo, c'est la résiliation du contrat possible à tout moment. Sauf que la bouteille, on l'a vite remis au frais, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la suppression du questionnaire de santé, à certaines conditions. Je vais vous préciser tout ça. Enfin, on a également l'extension du droit à l'oubli. Pareil, je rentrerai dans le détail. Moi, je parle plutôt d'assouplissement du droit à l'oubli. Et enfin, le renforcement qui est fait aux différents organismes assureurs du marché, le banquier comme les compagnies d'assurance. Alors, le périmètre, résiliation infra-annuelle, c'est-à-dire que le contrat est résiliable à tout moment, ceci sans frais, bien vigilant là-dessus, sans préavis, après la signature de l'offre de prêt. C'est-à-dire vous allez voir un banquier, vous financez un bien, un locatif, une résidence principale, une résidence secondaire, vous sortez de chez votre banquier, vous avez la possibilité de changer de contrat d'assurance emprunteur. Ça, c'est la grande nouveauté. Le périmètre. Bien sont concernés tout ce qui est prêt immobilier à usage d'habitation ou mixte. C'est une petite particularité, c'est-à-dire habitation plus professionnelle. Les prêts pour des achats de terrain en vue de la construction d'immeubles
à usage d'habitation ou usage mixte. Ne sont pas concernés les prêts professionnels et prêts souscrits par une personne morale, sauf cas particulier, et je rentrerai dans le détail, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont concernés via des SCI ou SCPI. Comment? C'est très simple. Vous sortez de chez votre banquier, vous allez voir un assureur de votre choix, vous faites le dossier, vous envoyez à la banque le nouveau contrat, le banquier, lui, a 10 jours ouvrés pour donner son accord ou éventuellement refuser. On viendra aux explications. Donc en cas d'accord, c'est simple, la banque va émettre un avenant au contrat de prêt en même temps que son accord. Le client va retourner son avenant signé au 11e jour, et puis si le contrat a été souscrit par un assureur autre que la banque, auquel cas on va envoyer une résiliation à l'assureur avec, je dirais, l'accord du banquier. Partez du principe qu'une assurance emprunteur, en fait, vous allez protéger votre banquier quelque part. Votre banquier, il vous prête des sous à plusieurs conditions. Il y a les données dites financières. Je vous prête des sous, je vais tenir compte du revenu, du foyer, de la situation professionnelle. Est-ce que j'ai un contrat de travail, je suis en CDI, en CDD, en période d'essai? Ça fait partie des paramètres que le banquier va analyser. Le revenu, on en a parlé, la composition familiale. Ça, c'est la donnée financière du banquier. Il va établir un taux. Et puis derrière, vous avez, je dirais, une appréciation dite assurantielle. Si vous arrive quelque chose, le banquier veut récupérer ses sous. Et là, on parle d'assurance, et c'est ça un contrat d'assurance emprunteur. Si vous arrive quelque chose, l'assureur va verser le capital restant dû au banquier, qui lui permettra de retrouver ses billes. Donc, cette loi concerne tous les contrats en stock, qu'ils aient plus ou moins d'un an, peu importe, quand vous avez signé votre offre de prêt et votre contrat d'assurance emprunteur. Alors avant, je l'ai évoqué très brièvement, vous aviez un environnement réglementaire qui était la loi Montbourquin, vous oubliez, puisque c'est la loi Lemoine qui joue pleinement son rôle depuis le 1er septembre. Donc on a vu également, donc, concerner les prix immobiliers, usage habitation mixte, habitation c'est important, pas concerner tout ce qui est pro, tout ce qui est pré-conso. Et quand vous avez un doute, vous regardez votre offre de prêt et vous allez voir normalement les dossiers concernés, tous les dossiers qui relèvent de l'article L313 du Code de la consommation. Et puis le deuxième paramètre, je vous disais, de la bouteille de champagne qu'on a remis au frigo, après l'avoir sorti, c'est la fin des sélections médicales. Alors il y a des conditions à cette fin de sélection médicale, ça concerne certains cas de figure. Le premier, c'est la suppression des frais de santé, enfin du questionnaire de santé, à partir du moment où les encours financés et assurés chez le client sont inférieurs à 200 000 euros. Ça, c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est l'échéance du prêt en question doit se faire avant le 60e anniversaire de l'assuré. À partir du moment où un des deux critères n'est pas respecté, l'assureur peut pousser un questionnaire de santé. Alors, ça a un impact assez considérable pour l'assureur, parce que notre tarif est conditionné, je dirais, aux caractéristiques de l'individu qu'on doit assurer. Son âge, ses habitudes de vie, c'est-à-dire pratique de sport, tabac, la profession, les kilométrages, etc., etc. Et dès qu'on touche à la santé, on décompte, nous, en tant qu'assureurs, on sait faire ce qu'on appelle du risque aggravé de santé, c'est-à-dire qu'on analysait le risque de la souscription. Les gens qui avaient eu des pathologies, on était en mesure de trouver une solution que les banquiers n'ont pas nécessairement. Et bien ça, on va nous retirer cette faculté d'analyser le risque, et ça nous pose un gros problème. Et dès que le client a ces deux paramètres, on ne peut plus pousser de questionnaire. Donc, la plupart des assureurs vont soit bloquer sur les dossiers en question, soit supprimer le coût. Voilà. Ça a une incidence pas neutre. Au final, la loi est mitigée là-dessus parce que le consommateur, quelque part, risque de payer à cause de ça. Et tous les dossiers qui sont hors du champ, allez-y. Le droit à l'oubli. Ça, c'est l'extension du droit à l'oubli. Alors, le droit à l'oubli, c'est une notion particulière. Encore une fois, on revient à la notion de risque aggravé de santé. Le cancer, notamment, c'est la principale pathologie qui est concernée. Le droit à l'oubli, donc, permet à l'emprunteur d'oublier qu'il a eu ce pépin de santé. Et ce droit à l'oubli, avant l'entrée en vigueur de la loi Lemoine, était de 10 ans entre la fin du protocole de soins et la souscription du contrat. C'est-à-dire que s'il y avait un délai de 10 ans, il avait le droit d'oublier qu'il avait eu la pathologie qui est listée. Et donc, il n'était pas obligé de déclarer qu'il avait eu un cancer. La loi Lemoine harmonise le délai à 5 ans, après la fin du pronostic thérapeutique, quel que soit l'âge de l'assuré. Il a eu son cancer majeur ou mineur.
À la fin du diagnostic, tous les types de cancers, cancer pédiatrique, hépatite C virale, ça c'est une nouveauté, c'était pas le cas avant. Et vous retrouvez la liste des maladies qui bénéficient de ce droit à l'oubli sur la page de la convention ERAS, hein, une convention qui a été mise en place au début des années 90 pour, je dirais, faciliter l'accès à l'assurance pour des gens qui ont eu des pépins de santé. Ça, c'est une nouveauté. Ce droit à l'oubli est passé à 5 ans et plus à 10. Également, on a un encadrement des mesures. L'obligation est faite aux assureurs, quels qu'ils soient, d'exprimer le coût de l'assurance, non plus sur la durée totale du crédit, mais également sur 8 ans. Ça, c'est une nouveauté. L'information est également renforcée pour tous les assureurs, c'est-à-dire qu'annuellement, tous les assureurs, quels qu'ils soient, ont l'obligation de vous informer que vous avez la faculté de changer de contrat. La banque est tenue d'expliciter son motif de refus également. Si vous envoyez ce qu'on appelle une substitution à votre banquier, voilà, je veux changer de contrat d'assurance, si le banquier refuse, il est tenu de motiver par écrit son refus, dire pourquoi concrètement il refuse. Le délai de remise de l'avenant, également simplifié, il est de 10 jours ouvrés pour vérifier l'équivalence et émettre l'avenant à compter de la réception de la demande de substitution. Alors, si la loi Le Moine offre une plus grande marge de manœuvre aux particuliers, elle implique toutefois de respecter certaines conditions. On a vu que ce n'est pas tous les prêts qui sont concernés. Donc, le prêt à la consommation, même si c'est pour financer des travaux, n'est pas concerné. Le rachat, le regroupement de crédit, sauf si la part immobilière est supérieure à 60%, ne sont pas concernés. Et on a vu les prêts professionnels hors mixte ne sont pas concernés. L'emprunteur donc est libre de résilier son assurance et d'en souscrire une nouvelle à condition de choisir un nouveau contrat qui va offrir les mêmes garanties qui seront en place chez le banquier. Comme je vous le disais en introduction, le banquier vous prête des sous à certaines conditions. Les conditions financières, mais également les conditions d'assurance. Si vous voulez changer de contrat, vous devez de respecter les garanties qui sont en place chez le banquier. C'est le motif, ça c'est un motif de refus pour le banquier. Si vous arrivez avec un contrat en délégation qui ne respecte pas ce qui est en place, il a le droit de vous dire non, j'en veux pas. De toute façon, toute modification qui est faite à un contrat d'assurance emprunteur doit se faire avec l'accord du banquier, le bénéficiaire acceptant. Alors, en résumé, c'est assez simple. Là où les personnes physiques associées d'une SCI, SCPI ont les mêmes droits qu'un emprunteur classique qui a souscrit ou adhéré à une assurance emprunteur. La loi va faciliter les démarches de changement d'assurance, vous avez bien compris, pour les emprunteurs. Et l'intérêt pour l'emprunteur est de substituer un contrat bancaire pour une offre moins onéreuse souvent, mais surtout mieux couvrante. J'y viendrai dans le détail des garanties. Donc depuis le 1er septembre, tous les contrats sont concernés par la loi Le Moine, anciens et nouveaux, dès lors qu'ils rentrent dans le champ d'application. La loi donne droit aux emprunteurs de comparer, de résilier leur assurance de prêt dès qu'ils le souhaitent, sans devoir respecter de préavis. Avant, vous aviez un préavis de 2 mois à respecter. Là, c'est fini. L'assuré n'a plus besoin de se prévaloir de la loi Hamon et de l'amendement Bourquin, ça on oublie, c'est du passé. La loi donne un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, notamment dans la résiliation, puisqu'avant il fallait envoyer à recommander, le recommander n'est plus une obligation. On va voir, je pense que beaucoup d'entre vous sont peut-être concernés par ça, l'interprétation et la position des acteurs, et notamment les personnes morales. On a bien vu que les prêts professionnels n'étaient pas concernés par la loi Le Moine, mais les personnes morales non professionnelles sont sujettes à la loi Le Moine. Alors, dans le cadre d'un crédit immobilier, habitation, l'assuré, personne physique, associé d'une SCPI, a la possibilité de bénéficier justement de la résiliation infra-annuelle, la résiliation à tout moment, loi Le Moine. Alors, le fonctionnement de la loi se concerne effectivement les membres d'une SCPI. La société civile immobilière ou société civile de placement immobilier permet d'acquérir donc un bien à plusieurs, en part sociale, en fonction du montant de l'apport de chacun. Donc l'assurance emprunteur est nécessaire, mais non obligatoire. Elle doit être souscrite au nom de la personne morale, c'est l'adhérent, mais le risque porte sur chaque individu, les assurés. Si l'un des assurés ne peut plus rembourser les mensualités de son prêt suite
un problème de prévoyance, d'une incapacité, d'une invalidité ou d'un décès, l'assurance pourra se substituer à lui, c'est-à-dire verser, rembourser le prêt, soit sous la forme d'un capital, soit en remboursant les échéances. La quotité d'assurance est proportionnelle à la fraction du capital emprunté par chaque emprunteur. Il n'empêche que l'emprunt doit être couvert dans l'intégralité. Le banquier, encore une fois, il vous prête un capital. S'il arrive quelque chose, il va pouvoir tout récupérer. Alors, l'explication du processus pour changer d'assurance. Vous avez bien compris que là, vous sortez de cette réunion, demain, vous allez voir n'importe quel assureur, vous êtes à la possibilité de changer de contrat. Donc, vous allez voir un assureur, il va vous faire un projet, le projet vous intéresse, tarifairement, peut-être qu'il va vous proposer de meilleures garanties. Eh bien, vous mettez en place le contrat, vous souscrivez le contrat, vous envoyez à votre banquier le nouveau contrat, on parle de conditions particulières, accompagnées des conditions générales du contrat. Et là, il y a deux cas de figure qui vont se présenter. D'un côté, le banquier accepte la demande. L'organisme prêteur doit transmettre un avenant au contrat de prêt dans le délai de 10 jours, ouvré maximum suivant la réception de la demande. La personne physique est assurée actuellement auprès de l'organisme prêteur, auquel cas l'organisme prêteur gère en interne la résiliation du contrat actuel. Si la personne physique est assurée actuellement auprès d'un assureur individuel, on parle des banquiers parce que c'est ceux qui l'empêchent de dormir, mais il y a plein d'autres assureurs, des concurrents, eh bien, vous pouvez tout à fait être assuré chez un autre assureur, et auquel cas, le banquier accepte la demande de substitution, on va établir une demande de résiliation qui va être adressée à cet assureur avec l'accord du banquier. Encore une fois, il faut toujours l'accord du banquier. La résiliation prend effet dans un délai de 10 jours calendaires, suivant la réception par l'assureur de la demande ou à la date d'effet du nouveau contrat. Et puis vous avez le cas de figure où le banquier refuse la demande. Ce refus doit être impérativement motivé par écrit, justifié et expliquer les motifs de refus. Alors, il arrive que le motif ne soit pas justifié. Auquel cas, on a des courriers types qui permettent, je dirais, de faire plier. Encore une fois, le motif de refus, c'est quand vous ne respectez pas les garanties qui sont en place. Vous n'avez pas mis les bonnes options à votre contrat, les bonnes garanties, le bon montant, le bon taux, les caractéristiques du prêt ne sont pas bonnes. Après, c'est un changement insignifiant à faire. Le seul moyen qu'a le banquier de refuser une délégation d'assurance, c'est que vous ne respectiez pas les garanties en place. C'est fondamental. Alors, l'affiliation par le nouvel assureur emprunteur, elle est très simple et il y a différents processus. Avant, c'était basique, c'était un recommandé à envoyer. Là, aujourd'hui, vous avez différents cas de figure. Et on est en train de faire une mise à jour de notre base informatique parce qu'en fonction des banquiers, les procédures ne sont pas les mêmes. Pour faire simple, il n'y a plus besoin d'envoyer un recommandé. Plusieurs banques également acceptent que la résiliation se fasse via leur site. Donc ça, là, on a le cas de figure, un format papier, une caisse régionale. On imagine monsieur Yves qui est détenteur d'un prix immobilier au sein de la caisse d'épargne. Il souhaite s'affilier auprès d'un nouvel assureur comme Swiss Life. Donc, l'assuré ou le courtier, notre partenaire, va effectuer une demande de substitution. Il envoie donc ça à l'assurance des emprunteurs et crédits immobiliers, la caisse d'épargne. Donc là, on a les coordonnées. Ça se fait par courrier simple. Bon, moi, je préconise encore le recommander, histoire que les gens prennent, les banquiers, on sache qu'on a envoyé le justificatif à telle date. Et une fois que le banquier a réceptionné ça, la résiliation est faite. On a également le processus via les formulaires en ligne, et ça, c'est en train de se générer. Et donc ça, progressivement, toutes les semaines, des nouveaux banquiers se mettent en ordre de bataille pour proposer ces solutions, ce qui va simplifier la vie de nombre de clients. Moi, j'ai fait le point sur la loi Lemoine. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu de l'assurance emprunteur et rentrer un peu plus dans le détail qu'on a vu. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? C'est clair, parce que j'ai l'habitude de parler à des assureurs. Non. Alors, l'offre Swiss Life. Il y a 7 ans de ça, Swiss Life a décidé de se mettre en ordre de bataille pour attaquer le marché de l'assurance emprunteur. Différentes réglementations nous laissent penser que le marché va s'ouvrir et la loi Lemoine, justement, je dirais, confirme la stratégie de Swiss Life.
L'histoire, elle commence en 2010 avec la loi Lagarde. Lagarde va poser deux principes que sont la déliaison entre le crédit et l'assurance. Jusqu'à 2010, le consommateur n'était pas informé du fait qu'il n'était pas obligé de prendre un contrat d'assurance chez son banquier. Donc la loi Lemoine la loi Lagarde vient expliquer ce principe de déliaison. L'autre principe fondamental qui a été posé, qui est aujourd'hui vraiment installé, c'est l'information du consommateur. Jusqu'en 2010, quand vous alliez voir un banquier pour financer un bien, vous souscriviez un contrat d'assurance emprunteur sans vraiment savoir ce que vous souscriviez. Là, la loi, elle va imposer, je dirais, l'information du consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quel que soit l'organisme que vous allez voir pour vous assurer, le conseil est tenu de vous donner ce qu'on appelle une fiche standardisée d'information, c'est-à-dire que vous êtes informé des caractéristiques du contrat que vous souscrivez, pour quelle garantie, comment fonctionnent les garanties. Ça, c'est le fondement a été posé par la loi Lagarde en 2010. Après, on a la loi Hamon qui est venue dans la continuité de la loi Lagarde et qui fait un constat un peu d'échec de la loi Lagarde, parce que la loi Lagarde avait un principal défaut, c'est qu'elle ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de la loi. Autant vous dire que c'est comme quand on vous dit qu'il est interdit de rouler à plus de 130 km/h sur l'autoroute, mais qu'il n'y a pas de sanction, donc les gens seront tous à 180. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les banquiers ont durci le ton. C'est-à-dire vous alliez voir votre banquier, le banquier disait, désolé, si vous voulez que je vous prête des sous, c'est mon contrat, c'est pas un autre. Et c'est impressionnant puisque les parts de marché se sont rétrécies. C'est-à-dire à l'époque, en 2009-2010, les assureurs alternatifs tels que nous, on était entre 15 et 20% de parts de marché, c'est tombé à 11%, alors que la loi était censée nous ouvrir le marché. Donc Hamon vient un peu rétablir l'équilibre, entre guillemets, il met en place une résistance. La résistance, c'est que le consommateur a la possibilité de changer de contrat la première année. Et vous avez vu que la loi Lemoine, elle vient bousculer tout ça, puisque maintenant, vous pouvez à tout moment changer de contrat. Alors, il y a deux types de contrats sur le marché. Vous avez les contrats souvent proposés par des banquiers qui sont des contrats dits contrats groupe. Le contrat groupe, c'est simple, c'est une mutualisation assez vulgaire du risque. Pour faire simple, les jeunes payent pour les plus âgés. Et puis vous avez les contrats individuels tels que le nôtre et que proposent beaucoup d'assureurs. Ce sont des contrats individuels, c'est-à-dire qu'on va tenir compte des spécificités propres à chaque individu. La date de naissance, c'est le premier critère, le risque professionnel, le type de prêt, la durée du prêt, les habitudes de vie, donc le tabagisme, le risque professionnel, est-ce que je voyage ou j'ai un risque professionnel à l'étranger dans des pays un petit peu compliqués. Voilà, on va vraiment analyser le risque en fonction de chaque individu pour avoir le tarif au plus près de chaque individu. Donc là, on parle de contrat individuel. Swiss Life se situe dans cette catégorie. Donc on a sorti en 2016 le premier contrat Swiss Life et depuis quelques semaines on a sorti un nouveau contrat qui s'appelle Swiss Life Excellence Emprunteur qui tient compte encore une fois des spécificités propres à chaque assuré. Donc on peut commencer à assurer, je dirais monsieur tout le monde, à partir de 17 000 euros et comme on a de l'appétit, on peut monter jusqu'à 50 millions d'euros. J'en fais pas tous les 4 matins. Alors, vous avez vu que la loi Lemoine s'intéresse plutôt au marché du particulier et tout ce qui est bien usage d'habitation, l'immobilier. C'est vous. Mais pour ceux qui sont en activité, qui ont une activité professionnelle, sachez qu'on est également présent sur le marché des entreprises et des gros capitaux, on sait faire également. Alors, je vous en ai parlé, le banquier réclame un certain nombre de paramètres pour vous prêter des sous, le paramètre financier, le paramètre assurantiel. Notre contrat va protéger donc la famille des aléas de la vie et les différents risques qui sont proposés dans une garantie d'assurance emprunteur sont divers. Le but, c'est de prendre en charge le remboursement total ou partiel du prêt en fonction des garanties souscrites. Donc les risques qui sont soumis. Bien sûr, quand c'est plus, c'est mieux. Voilà. Par exemple, imaginons, je vais faire le détail des garanties que vous pouvez souscrire via un contrat emprunteur. Si vous voulez retirer une garantie, là, il faut l'accord de la banque. À l'inverse, si vous proposez plus, c'est pour lui. Donc, les différentes garanties qui sont proposées.
sont le décès, ça c'est simple, hein, j'emprunte 400 000 euros auprès d'un banquier pour ma résidence principale. Au bout de 5 ans, je viens à décéder. Il me reste 300 000 euros de capital restant dû à mon banquier, c'est-à-dire que je lui dois encore 300 000 euros. Eh bien, l'assureur auprès de qui j'aurais souscrit l'assurance emprunteur fera un versement de 300 000 euros au banquier, c'est-à-dire qu'il soldera le prêt. Ça, c'est la première garantie, c'est la garantie décès. Vous avez une autre garantie qui est entrée dans le socle obligatoire, c'est la perte totale et irréversible d'autonomie. On appelle vulgairement chez les assureurs l'état végétatif, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une tierce personne pour accomplir les actes courants de la vie. Bien, c'est pareil, ça c'est inclus dans la garantie d'essai. Si on se retrouve dans cette catégorie d'invalidité permanente, alors de perte totale et irréversible d'autonomie, le capital restant dû est payé par l'assureur. Et puis vont s'ajouter des garanties facultatives ou optionnelles. La première, c'est la garantie invalidité permanente totale. Et ça peut concerner beaucoup de gens assez rapidement. Là, vous avez deux types de cas de figure, le contrat groupe des banques, qui prévoit le remboursement des échéances. Votre contrat, lui, par défaut, va payer le capital restant dû. Alors, c'est une garantie qui me semble essentielle. Dès qu'on finance un bien, je dirais, pour une résidence principale, la différence entre payer des échéances et un capital, c'est pas tout à fait la même chose. Je reprends mon cas de figure, on parle en général bien de ce qu'on connaît. Imaginons que j'ai souscrit un prêt auprès d'une banque, X ou Y, et que je me suis assuré chez le banquier. Je reprends ma voiture ce soir, j'ai pas de bol, j'ai un accident et je me retrouve en fauteuil roulant. Je me retrouve dans la catégorie d'invalidité permanente totale, à savoir, je me retrouve avec un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66%. Si je suis assuré chez mon banquier, les échéances de mon prêt sont payées par le contrat groupe de la banque. Mais du fait de ma nouvelle situation, il faut savoir que quelqu'un qui se retrouve dans cette catégorie, en 70% des cas, va être contraint de revendre sa maison. Son bien n'est plus adapté à sa situation. En effet, je suis en fauteuil roulant, et la maison que j'ai fait construire il y a 5 ou 8 ans est plus du tout adaptée, les pièces de vie sont à l'étage, il y a de fortes probabilités que je sois contraint de revendre la maison. Je revends ma maison, on imagine que j'ai un bien qui a une valeur du marché à 400 000 euros, mais il me reste encore 300 000 euros de capital restant dû à mon banquier. Donc je revends ma maison au prix du marché, je fais un chèque à mon banquier pour me libérer de reliquat de crédit. Il me reste donc, entre la valeur du bien de 400 000 euros et le capital restant dû que je dois à mon banquier, il me reste 100 000 euros. Pour financer un nouveau bien, avec une problématique de taille, c'est que, je viens de vous le dire, je suis en fauteuil roulant, je suis en invalidité, et donc, les conditions d'accès à un nouveau prêt vont être radicalement différentes qu'initialement. Le banquier ne prêtera plus du tout aux mêmes conditions qu'avant. En effet, je suis plus en activité, j'ai plus le même revenu, même si j'ai un régime de prévoyance, ça va être compliqué. Si j'ai souscrit une offre comme celle de Swiss Life, où j'ai un capital qui est payé en cas d'invalidité permanente totale, c'est-à-dire que le jour où je me retrouve dans mon fauteuil roulant, les 300 000 euros de capital restant dû que je dois à mon banquier sont soldés par Swiss Life. Ça veut dire que quand je revends ma maison, au prix du marché, 400 000 euros, l'intégralité de la banque me revient. La différence entre les deux contrats, c'est que d'un côté, vous avez 100 000 euros d'apport, de l'autre, vous avez 400 000 euros d'apport. Ça, mine de rien, c'est une problématique pas négligeable. C'est comme ça, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai assuré mon banquier. Je suis très fier. Enfin, vous avez une autre garantie qui est l'IPP, l'invalidité permanente partielle. Donc là, on va intervenir non plus à partir de 66%, mais de 33%. Et on va prendre une partie de l'échéance à notre charge. Alors l'intérêt de cette garantie, c'est qu'elle n'est pas nécessairement proposée par les banquiers. Et enfin, la dernière pour les gens qui sont encore en activité, c'est l'ITT, l'incapacité temporaire de travail. Donc comme son nom l'indique, c'est censé être temporaire, je suis en arrêt de travail, je me suis cassé un bras, j'ai un problème de santé X ou Y, au terme d'une franchise qui s'exprime en jours, l'assureur va payer les échéances du prêt. Voilà. Alors, l'intérêt également de ce contrat, pour ceux d'entre vous qui travaillent peut-être dans le milieu médical, c'est qu'il est adapté aux professions médicales et paramédicales. On tient compte de ce qu'on appelle une invalidité professionnelle. C'est une spécificité du monde de l'assurance, mais j'en passe. On voit les différents cas de figure en fonction, je dirais, des clients. Donc, ils s'adressent à tout le monde, du primo-accédant aux seniors, aux personnes qui sont en activité. Et là, on est en mesure de trouver des solutions pour tous les cas de figure. Moi, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
J'espère que j'ai... Oui. 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 Alors là, c'est une garantie de perte d'emploi. C'est une garantie de perte d'emploi, effectivement. On peut couvrir, après un délai de carence, la prise en charge des échéances d'un contrat. C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve, qui perd son emploi, alors c'est verrouillé, hein, c'est en cas de licenciement économique, etc., hein, pas abandon de poste. Et là, on va prendre le relais et on va payer les échéances du remboursement du prêt. Ça existe. Le délai de carence, il est en général de 6 mois à 1 an. C'est plutôt 1 an. Avec le Covid, je ne vous cache pas que les assureurs ont élargi le délai de carence. Le Covid nous a mis on commence à vivre une certaine sinistralité en arrêt de travail, perte d'emploi. Je vous explique la logique d'un assureur, elle est très simple. Vous avez les primes qu'on perçoit de la collectivité, c'est-à-dire de tous nos assurés. Et puis il y a tous les sinistres qu'on paye. Et tous les ans, on fait un compte de résultats. Je pense que dans une copropriété, c'est pareil. Et on fait ce qu'on appelle le ratio S sur P, sinistre à prime. Donc le but, c'est d'être en dessous de 100. Si on est à 100, on est à l'équilibre juste, voire on perd de l'argent. Le but étant d'être en dessous de 80 pour être rentable et surtout proposer de bonnes garanties et un bon tarif aux assurés, quel que soit le risque. Quel est le coût de ces assurances-là selon le type d'option choisie? Alors, en fait, c'est très compliqué de vous répondre parce que, comme je vous le disais, on est sur un contrat individuel. Donc le tarif, il va dépendre de plein de paramètres. La date de naissance, donc en fonction de la date de naissance, c'est clair que l'intérêt financier sera moins sur un senior qu'un jeune. Et puis, en fonction des garanties, si vous voulez une franchise courte en cas d'arrêt de travail, plus tôt on intervient, plus ça représente un coût pour l'adhérent. Donc c'est assez compliqué de vous répondre. Pour faire simple, vous prenez quelqu'un qui a moins de 45 ans qui ne fume pas, on sera entre moins 20 à moins 30, 40, 50% par rapport à un banquier. Imaginons un couple 35 ans non-fumeur, un banquier, le coût de l'assurance emprunteur sera de l'ordre de 25 à 30 000 euros, nous on sera à 10 000 ou 15 000 euros. Parce que là on est sur un cœur de cible qui est propre à Swiss Life. Mais si vous prenez le même cas de figure pour des gens qui ont 55 ans, qui fument et qui ont un travail manuel, là on sera peut-être plus forcément super efficace par rapport à un contrat groupe de banque. Encore une fois, on a une analyse vraiment fine du risque, qui n'est pas le cas du banquier. Donc, vous répondre combien ça coûte, c'est simple, il faut faire un projet. Et mes petits camarades qui sont là se feront un plaisir de vous le faire. Après, il y a l'intérêt financier, ça c'est évident, c'est une manne. Et dès qu'on est jeune et qu'on a vraiment intérêt à aller voir un conseil. Et puis vous avez le détail des garanties, parce que vous avez vu quand même que je reviens sur la validité permanente totale, c'est-à-dire le cas de figure où on se retrouve en fauteuil roulant. Vous voyez que la différence entre un contrat groupe de banque et un contrat, je dirais, alternatif comme le nôtre, il n'y a pas photo. Et des fois, c'est vrai que l'efficacité tarifaire, elle est compensée par, je dirais, l'intérêt, des garanties et de la qualité du contrat que vous allez souscrire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Notamment la loi Le Moine, parce que c'est vraiment une actualité très récente. Hein. Je vous dis encore une fois, ça date du 1er septembre. Hein. Donc sachez-le. Si vous êtes propriétaire d'un bien pour lequel vous avez actuellement encore un crédit en cours, vous avez forcément une assurance sur le dos. Sachez que vous pouvez vous interroger. Est-ce qu'il y a une économie conséquente à réaliser? Est-ce que j'ai peut-être également intérêt à voir parce que je serais peut-être mieux assuré? Il y a également la problématique, j'en ai parlé brièvement, je ne suis pas rentré dans le détail des risques aggravés de santé, mais souvent d'ailleurs c'est marrant parce qu'on est dans une guerre de tranchées avec nos amis banquiers, mais ils sont contents de nous trouver pour le risque aggravé de santé. On sait trouver des solutions sur des risques aggravés, c'est-à-dire des gens qui ont eu des pathologies sévères, il y a des pathologies comme la maladie de Crohn, certains cancers, où on arrive à trouver des solutions. Oui, bonjour. Alors, je m'excuse, je suis arrivé un peu en retard. Peut-être que ça a été traité avant. Aujourd'hui, si on veut faire un emprunt immobilier, la banque avec les taux d'usure, est-ce que donc on n'est pas obligé de prendre une assurance par notre banquier? Oui.
Et comment ça se passe dans ce cas-là? Tu prends une assurance indépendante par rapport au taux d'usure. Alors, voilà, le taux d'usure, c'est une problématique qui concerne tout le monde, le banquier comme nous d'ailleurs. Hein. Le taux d'usure, en fait, je pense que vous le savez tous ce que c'est, hein, c'est le taux maximum auquel on peut prêter de l'argent. Et dans ce calcul, vous avez différents paramètres qui rentrent en ligne de compte, et l'assurance est un de ces paramètres. Alors, les taux ont augmenté, le taux d'usure, il n'a pas trop bougé, donc on se retrouve très rapidement plafonné. Alors, l'assurance emprunteur peut être une solution parce que, en fonction de l'âge, encore une fois, des critères dont j'ai parlé, on peut considérablement baisser le niveau de l'assurance et donc peut-être passer en dessous du taux d'usure. Mais en fonction du profil, c'est-à-dire quelqu'un qui a 55 ans, ça va être compliqué, même des très bons profils avec 50% d'apport. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Les banquiers comme les assureurs, comme les courtiers en crédit font du lobbying auprès du gouvernement pour que soit on modifie le calcul du taux d'usure, soit on fasse en sorte de l'augmenter. Voilà. Donc ça, c'est du lobbying, je dirais, sur lequel on intervient quotidiennement. Alors, pour en revenir au tout début, le gros de l'intervention concernait la loi Lemoine, c'est la faculté de changer de contrat à tout moment, puisqu'à partir du 1er septembre, vous avez cette faculté. C'est-à-dire que si vous avez un prêt, voilà. C'est une grande nouveauté. Je pense que là, il est un peu tôt pour faire les comptes, mais dans un an, on sera en mesure de dire que la loi a apporté aux consommateurs. En tout cas, le consommateur est de plus en plus informé. Je ne pense pas que vous ayez entendu parler de la loi Lagarde en 2010, la loi Hamon, l'amendement Bourquin, je pense que ça ne vous parle pas. Le Moine, ça fait la une de l'actualité, tous les journaux en ont parlé, régulièrement, c'est un sujet qui revient. D'ailleurs, on est là, et je pense que le consommateur est de plus en plus informé de cette possibilité de changer de contrat à tout moment. Oui. Et si déjà on ne peut pas obtenir de prêt, comment on fait? Alors, nous, on intervient à partir du moment où il y a un prêt à couvrir. Hein. Donc là, je vais botter en touche, il faudrait que vous invitiez un banquier. Si le prêt est accordé, nous, on va intervenir sur la partie assurantielle. L'intérêt de l'assurance, c'est peut-être justement de baisser et de passer en dessous du taux d'usure. Après, encore une fois, on est dans une problématique conjoncturelle qui nous échappe. Et là, c'est nos amis du gouvernement qui vont pouvoir dire on augmente le taux d'usure ou on revoit le mode de calcul parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'assurance ne rentrait pas dans le cadre du taux d'usure. Est-ce qu'on peut négocier avec le banquier pour avoir une assurance partielle, c'est-à-dire au lieu d'être couvert à 100% par tête, à 50%? Ça peut être une marge de manœuvre et une négociation à avoir avec le banquier. Mais on ne peut pas leur demander un prêt sans assurance et négocier avec... Non, le banquier très clairement... Alors, le banquier, l'assurance emprunteur n'est pas une obligation en soi. Maintenant, vous avez bien compris que le banquier vous prête des sous à certaines conditions et la souscription d'un contrat d'assurance emprunteur est une des conditions. Après, il y a des cas de figure un petit peu atypiques. Je vais rentrer dans une problématique. C'est notamment le fait de ne plus proposer un contrat d'assurance emprunteur, mais une prévoyance individuelle. Si vous avez souscrit il y a quelques années de ça un contrat de prévoyance individuelle qui prévoit un capital d'essai conséquent, vous pouvez tout à fait proposer à votre banquier, s'il l'accepte, c'est de nantir une partie du capital en question pour couvrir le prêt. C'est possible. L'intérêt, c'est que le contrat en question ne rentre pas dans le calcul du taux d'usure. Il est externalisé à l'opération financière. Mais ça, encore une fois, il faut l'accord du banquier. D'accord? C'est possible. On le fait très régulièrement en entreprise. En entreprise, ce sont des montages via des garanties homme-clés qui existent. Et sur le particulier, moi, c'est vrai que je le propose, notamment pour du risque aggravé. C'est-à-dire, plutôt que de souscrire un contrat d'assurance emprunteur, on va mettre en place un contrat de prévoyance individuelle. Le coût sera ce qu'il est, mais il ne rentrera pas dans le calcul du taux d'usure. Ah oui. Et nous aussi. Tout le monde est bloqué. Le banquier, nous, vous, tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Demain, je viens vous voir. Oui. Comment vous payez-vous? Est-ce qu'il y a des frais de dossier? Alors, il peut. Moi, personnellement, vous ne venez pas me voir parce que je ne fais pas de direct, mais vous allez voir un partenaire de Swiss Life. Donc, il va faire un projet. Donc, le partenaire, il est rémunéré d'une manière tout à fait simple. Il prend un taux de commission en fonction du montant de la prime, comme tout contrat d'assurance. Donc, le taux de commission est à sa main et c'est lui qui choisit. Et il peut également prendre des frais de dossier sur, je pense, les économies qu'il vous fait réaliser quand vous souscrivez un contrat en délégation. Voilà. En gros, pratiquement rien à apporter. Non, vous l'aurez dans le coût de l'assurance qui vous est proposée, c'est inclus dedans.
D'accord? Après, vous avez la possibilité d'exprimer la prime d'assurance de deux manières différentes. Le coût de la prime, vous avez vu que la nouvelle obligation, c'est d'exprimer la prime à la fois sur toute l'intégralité du prêt, mais également sur 8 ans. Ça, c'est la nouveauté de la loi Lemoine. Le coût de l'assurance peut également s'exprimer soit en prime constante, soit en prime variable. Prime constante, c'est simple, on va lisser le coût de la prime de votre contrat d'assurance durant toute la durée du prêt. C'est-à-dire que vous avez une mensualité qui est de temps, et durant tout le contrat, vous avez le même montant d'assurance. C'est en général ce qui se pratique chez nos amis banquiers. Vous avez également le système de la prime variable, c'est-à-dire qu'on va tenir compte du vieillissement de l'individu et de l'amortissement du capital. Donc au début, le prix va augmenter un petit peu puisque la table de mortalité sur qui porte le risque va augmenter, donc va impacter la prime. Et progressivement, vous allez amortir votre capital, celui-ci donc va diminuer et le coût de la prime va diminuer en fonction du remboursement. Ça, c'est de la prime variable. C'est une technique assurantielle, mais voilà. Ça dépend. Si vous investissez dans un bien que vous n'allez pas garder longtemps, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre de la prime constante. Si dans 5 ans, 8 ans, vous vendez votre bien, si vous prenez de la prime variable, au début, ça va augmenter et je dirais l'intérêt se fera que sur du long terme. Maintenant, si vous regardez, je dirais, le financement longtemps, la prime variable est nettement plus intéressante. Il y a un écart tarifaire sur la globalité du coût d'assurance qui est de l'ordre de 7%. Chez nous, chez d'autres, ça peut être monté jusqu'à 20%, enfin voilà. Donc tout dépend, je dirais, de l'opération, de ce que vous avez l'intention de faire avec le bien, le garder longtemps ou pas. J'espère que je ne vous ai pas assommé parce que... Bien. Merci beaucoup, Monsieur Thillot, pour vos propos extrêmement clairs, qui j'espère auront pu donner des perspectives à certains d'entre vous. Il est peut-être temps maintenant de se retrouver autour d'un petit cocktail. Si certaines questions vous reviennent à cette occasion, n'hésitez pas à les poser. Et surtout, gardez bien à l'esprit que Madame Tourol et Monsieur Juvin sont là pour répondre aux questions qui vous viendraient bien après, car ils sont partenaires de l'UNPI. Swiss Life à Tournord, hein, c'est bien ça. Voilà, il reste à votre disposition pour toutes les éventuelles questions qui demeurent. Ah, Madame. Est-ce qu'il sera possible d'avoir le slide, les slides? Oui. Je vous ferai une présentation, effectivement, avec la présentation de l'offre du contrat Swiss Life. D'accord, parce que ça sera intéressant de vous prendre. Bien sûr. Plus de questions du tout, c'est fini. Merci beaucoup pour vos propos extrêmement clairs, encore une fois. Et retrouvons-nous autour d'un cocktail. Merci beaucoup.